Bonjour. Dans cette présentation, j'aimerais vous parler du commerce international et nous allons commencer avec les marchandises et dans ce domaine, nous parlerons dans un premier temps des droits de douane, ce qu'on appelle normalement des mesures tarifaires. Les origines de ce domaine se trouvent évidemment déjà dans les accords bilatéraux euh, bien avant le 19e siècle, mais nous allons nous concentrer ici sur les règles concernant les éliminations, voire les réductions préférentielles des droits de douane dans les accords bilatéraux à partir de 1860, avec les accords que nous avons déjà vus, les accords préférentiels conclus en Europe, notamment par le Royaume-Uni, mais aussi par la Suisse. Je prends toujours l'accord entre la Suisse et la Grande-Bretagne de 1855 comme un exemple dans lequel on voit une certaine libéralisation des échanges, notamment une réduction qui est accordée entre les deux parties concernant le commerce des marchandises. Alors, quels sont les grands principes? Nous avons déjà vu, pour libéraliser le commerce, une première règle qu'on applique aussi concernant les droits de douane, c'est le principe de la nation la plus favorisée. Donc, dans un accord préférentiel, voire même dans le GATT de 1947 et encore aujourd'hui, on prévoit que les parties à cet accord obtiennent toujours le meilleur traitement qu'une des parties accorde à un autre État. Donc, si l'article 1er du GATT s'applique aussi pour les droits de douane. Deuxièmement, on peut se demander dans quelle mesure le traitement national a une place. Nous allons voir que c'est très important pour les mesures non tarifaires. Pour les tarifs, c'est moins clair parce que un droit de douane ne s'applique par définition qu'aux importations, éventuellement aux exportations. Donc c'est exactement le fait qu'il y ait ce franchissement de la frontière, donc du commerce, qui fait que nous appliquons un droit de douane. Par contre, nous allons voir que souvent il y a une confusion si une redevance est un droit de douane ou éventuellement un impôt, donc une mesure fiscale. Et pour les mesures fiscales, qui par définition s'appliquent pas seulement à des produits qui franchissent la douane, à ce moment-là, le traitement national peut jouer un rôle. Mais dans un premier temps, pour nous, nous pouvons dire que les droits de douane ne s'appliquent qu'à des produits qui font l'objet du commerce international. Alors, cette élimination d'obstacles au commerce que nous avons vu, en dehors d'une simple non-discrimination, comment elle se présente? Alors, dans le domaine des marchandises, il y a un grand nombre d'accords qui concernent cette élimination des obstacles au commerce. Il y avait déjà certaines règles dans le GATT de 1947, mais beaucoup de ces règles, on les a précisées dans des nouveaux accords à partir de 1994-95. Et vous voyez ici quelques exemples. Par exemple, un accord sur les entreprises commerciales d'État ou un accord sur la balance des paiements, etc., etc. Donc, on voit que ces règles sont importantes et nous allons en parler au fur et à mesure. Il y a aussi des protocoles et des accords concernant certains domaines où on veut distinguer des règles. Alors, par exemple, nous avons déjà vu que souvent on distingue le traitement des produits agricoles des autres produits parce que les États ont certains besoins quant à la protection de leur propre production agricole normalement. Puis il y a des accords concernant certains types de mesures. Nous allons parler par exemple de l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ou de l'accord sur les obstacles techniques au commerce. Là, on a
au fur et à mesure, introduit des règles plus détaillées. Et cela s'applique aussi pour les autres domaines de ces mesures tarifaires et non tarifaires, donc de manière générale pour ces mesures qui peuvent constituer des obstacles au commerce. Alors, revenons encore une fois sur cette distinction. Le plus commun est la distinction entre produits industriels et produits agricoles. On trouve ça dans pratiquement tous les accords internationaux parce que les produits agricoles sont considérés comme des produits sensibles. Alors on peut y ajouter, par exemple, les produits agricoles transformés. Ça, c'est une particularité dont nous parlerons un instant. Ce sont des dérivés des produits agricoles, donc par exemple le café soluble ou les pizzas congelées, etc. Donc des produits qui sont à la base produits avec des ingrédients qui sont des produits agricoles, la farine, le lait, le grain, etc., le blé. Mais par la suite, il y a une transformation industrielle qui fait qu'il y a une espèce de caractère mixte. D'autres produits sensibles sont par exemple les produits textiles ou l'acier. Sont des produits, par exemple les produits textiles, normalement à la base de coton, où on peut aussi voir qu'il y a une production agricole importante et puis une transformation qui est relativement simple, qui se fait en masse et qui fait que des secteurs entiers sont concernés quand on commence à libéraliser le commerce avec ces produits. Et donc, normalement, les États demandent des périodes de transition pour pouvoir s'habituer aux nouvelles conditions de production, notamment à la concurrence étrangère. Alors, revenons dans un premier temps donc aux droits de douane, qui historiquement, encore au 19e siècle et encore au 20e siècle, étaient les obstacles les plus importants pour le commerce international. Alors, au fur et à mesure, on a essayé de réduire les droits de douane, et notamment dans des zones de libre-échange, le but est de les éliminer totalement. Alors, comment est-ce qu'on y arrive? Nous avons déjà vu dans un premier temps la clause de la nation la plus favorisée, le Most Favored Nation Treatment, tel qu'il est aussi contenu dans le GATT, peut être utile pour déjà éliminer des distinctions entre différents partenaires et pour obtenir le meilleur traitement qu'un État accorde. Alors, je dois déjà dire que dans le cadre de l'OMC, aujourd'hui, cet article 1er du GATT est toujours applicable, mais il est de moins en moins une aide pour les entreprises concernées. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'exceptions à la clause de la nation la plus favorisée. La plus importante, c'est certainement l'article 24 du GATT qui prévoit que si certains États aimeraient créer une forme de coopération, d'intégration économique régionale, ils peuvent le faire et donc ne sont pas obligés d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée à d'autres États. Et comme nous avons déjà vu que, au fur et à mesure, les États ont de plus en plus conclu de tels accords préférentiels qui sont couverts par l'article 24 GATT, dans ces cas-là, l'article 1er du GATT ne s'applique pas parce qu'il y a cette exception qu'on peut invoquer. Et comme il y a autant de tels accords, cette exception est très souvent appliquée. Comme exemple, vous savez peut-être qu'entre la Suisse et les États-Unis, on parle de la possibilité de conclure un accord préférentiel. Ça serait dans l'intérêt de l'industrie suisse, mais on n'y arrive pas tant qu'on peut dire entre la Suisse et les États-Unis, cet article 1er du GATT, la clause de la nation la plus favorisée, garde une certaine importance, sauf que les États-Unis ont conclu des accords préférentiels avec beaucoup d'États. Pas avec les autres États européens, plus ou moins pour les mêmes raisons qu'avec la Suisse, mais
Donc là, nous voyons encore un cas d'applicabilité, tandis qu'en Europe, par exemple, la Suisse et l'Union européenne ont conclu un accord préférentiel, donc qui est dans le champ d'application de cet article 24. Alors, oui, la clause de la nation la plus favorisée reste applicable, mais à cause des exceptions qui existent, j'ai mentionné l'article 24, j'aurais aussi pu mentionner l'exception qui existe pour privilégier des importations des pays en voie de développement, dont nous parlerons un peu plus tard. Le champ d'application est un peu réduit. Alors, deuxième mesure pour éliminer les droits de douane, c'est ce qu'on appelle le démantèlement, c'est-à-dire des négociations qui devraient mener à une réduction, voire l'élimination des droits de douane. Ça, c'est l'outil préférentiel ou l'outil le plus important utilisé dans le cadre du GATT et donc de l'OMC, mais aussi dans les accords de libre-échange. Alors si on parle normalement d'un cycle de négociation au sein du GATT, de l'OMC, ou encore de la conclusion d'un nouvel accord de libre-échange, on parle notamment tout de suite des résultats obtenus concernant ce démantèlement. Alors, on pourrait penser, notamment dans le cadre des accords de libre-échange, qu'on élimine tout de suite tous les droits de douane. Et c'est souvent un objectif à long terme. Mais notamment dans le GATT et dans l'OMC, nous sommes encore loin de cette situation. Donc, c'est simplement une libéralisation progressive. Les États, qui sont les membres du GATT ou de l'OMC, ont chacun une liste de concessions sur laquelle leurs concessions, donc les réductions qu'ils ont accordées à leurs partenaires, sont inscrites. Dans les accords de libre-échange, contrairement au non, on vise normalement une élimination importante des droits de douane concernant les marchandises, mais il y a souvent, on garde certaines exceptions, ou encore plus souvent, il y a des longues périodes de transition. Par exemple, il existe un accord entre l'Union européenne et la Corée du Sud. Alors là-dedans, la production de voitures est importante pour les deux, et donc il y a tout un schéma pour une réduction des droits de douane concernant les importations de voitures qui est échelonné sur une certaine période. Et puis, aussi dans l'OMC et dans les accords préférentiels, nous avons déjà vu, il peut y avoir des règles particulières pour certains domaines. Nous avons parlé de l'agriculture comme un exemple où les États sont plutôt réticents à tout de suite réduire les droits de douane. Pensez à l'exemple de la Suisse, dont nous allons encore parler en plus de détails. Mais il y a aussi des exemples plus positifs. Par exemple, les produits de technologie de l'information, un accord ATI a été conclu au sein de l'OMC. Et là, les grands producteurs de tels produits se sont accordés l'élimination des droits de douane. Donc là, c'est plutôt un exemple positif où les États étaient prêts d'aller plus loin parce qu'il s'agit d'un domaine important pour le développement et pour l'avenir. Et donc, il y avait moins de réticence de la part des pays concernés. Et donc, on a pu aller relativement vite vers une élimination totale des droits de douane. Alors, qu'est-ce que c'est un droit de douane? Peut-être encore, c'est en principe une somme de l'argent prélevé sur une marchandise, normalement lors de son importation, et on parle des droits de douane d'importation, mais on peut aussi l'appliquer à des exportations. Alors, ce que les deux types de droits de douane ont en commun, c'est qu'on les distingue normalement des impôts. Ça, c'est normalement une distinction qu'on fait aussi dans la législation nationale, et ça se voit très clairement aussi, par exemple, dans la législation suisse. Dans la réalité, bien sûr, c'est pas toujours si clair. Il peut y avoir une espèce de discrimination indirecte où quelque chose est présenté comme un impôt qui s'applique donc à tous les biens, mais qui dans la réalité n'est applicable qu'à des importations
par exemple. Ça, c'est notamment le cas, bien sûr, si vous avez un produit qui n'est pas produit dans un pays, donc où il n'y a que des produits importés. Il faut tout de même dire que ça reste techniquement un droit de douane si il remplit ces conditions. Je peux encore dire que, bien sûr, dans la réalité, dans les négociations, les droits de douane sur les importations sont normalement plus importantes. C'est là qu'on voit normalement du protectionnisme. On veut protéger la production locale. Tout de même, les droits de douane applicables à l'exportation peuvent aussi créer des problèmes ou des tensions entre nations. Pensez à des substances ou des ingrédients qui sont extrêmement importants pour la production d'autres produits. Par exemple, dans la production des produits techniques, des produits dans le domaine de la haute technologie, on a par exemple besoin de certaines terres et de certains éléments qui n'existent peut-être que dans certains pays. Et si ces pays-là appliquent des droits de douane à l'exportation de ces produits, de ces ingrédients, cela peut être dommageable ou cher pour les entreprises dans d'autres pays qui ont besoin de ces ingrédients. Donc, nous allons voir que là, il peut aussi y avoir un intérêt d'avoir des règles pour limiter l'abus de telles mesures. Ces droits de douane sont normalement perçus par l'administration douanière d'un pays, et c'est aussi le cas en Suisse avec l'administration fédérale des douanes. Alors, l'exemple de la Suisse est assez typique pour la plupart des pays. L'administration fédérale des douanes, elle est située au département fédéral des finances. Et ça montre l'origine, bien sûr, de ces droits de douane. À l'origine, pendant très très longtemps, les droits de douane étaient une ressource pour financer les activités étatiques importantes. C'est un des revenus de beaucoup d'États. Alors aujourd'hui, dans la plupart des pays industrialisés, c'est de moins en moins le cas. Les droits de douane ne sont normalement plus vraiment considérés comme une ressource importante, un revenu important pour l'État. C'est normalement la fiscalité généralement applicable à beaucoup d'opérations et de biens qui s'appliquent, aussi la fiscalité sur le revenu, sur les salaires, etc. Mais ici, on voit que ça reste tout de même, pour des raisons historiques, une section du département fédéral des finances. Et on peut aussi dire que, bien sûr, aujourd'hui, ces droits de douane, dans la plupart des pays industrialisés, leur raison d'être, c'est surtout la protection de certains secteurs. Pour la Suisse, on a déjà parlé du secteur de l'agriculture. Tout de même, voilà, l'administration fédérale des douanes se trouve dans la plupart des pays, dans le ministère des Finances, et donc chez nous, au département fédéral des Finances. Cette administration a plusieurs tâches et aujourd'hui, on se rend souvent ce qui est plus visible, disons. C'est pas seulement la perception des droits de douane, mais aussi la surveillance plus générale du trafic transfrontière de marchandises, mais notamment aussi des personnes. Et donc ça, c'est un aspect qui est devenu de plus en plus important, notamment dans des pays comme la Suisse, qui ont un régime de migration et un contrôle de la présence d'étrangers sur leur territoire assez sophistiqué. Et donc, à ce moment-là, c'est devenu une tâche très très importante dont nous parlerons pas dans ce chapitre, mais dans un autre chapitre de ce cours. Les bases légales, la loi la plus importante, c'est la loi sur les douanes, la loi fédérale sur les douanes du 18 mars 2005 est la base pour la compétence de la Confédération dans le domaine de la perception des droits de douane sont les articles 57, 101, 121 et 103 de la Constitution. Alors la loi sur les douanes a été révisée en 2007
L'ancien texte remontait à 1925, donc en 80 ans, il y avait tout de même certains aspects techniques, toutes les nouvelles technologies dont on voulait tenir compte, et donc il y a eu une révision totale, et il faut voir qu'il y a aussi une grande harmonisation, une coordination avec les règles de l'Union européenne et le marché commun de l'Union européenne et de l'espace économique européen, parce que nos voisins sont tout de même tous des membres de cet espace économique européen, et donc l'important de notre commerce de marchandises est avec ces pays, et il y a notamment les contrôles douaniers à la frontière, aux frontières terrestres de la Suisse. Cette procédure douanière est donc maintenant eurocompatible, on peut dire, et les droits des personnes concernées ont été élargis. Là, c'est surtout une question des procédures, des voies de recours. Alors, il y a une modernisation pour que ce domaine respecte aussi les droits procéduraux et les droits fondamentaux des personnes concernées. Ces nouvelles bases juridiques prévoient des compétences pour l'administration des douanes. Il y a aussi les tâches de la police de sécurité dans l'espace frontalier. Et ici, il y a un besoin de coordination, évidemment, entre les organes de la Confédération et les organes des cantons concernés, notamment ceux qui ont une frontière avec l'étranger. Alors, les droits de douane, nous l'avons déjà dit, avaient à l'origine beaucoup d'objets fiscaux et en même temps des objectifs protectionnistes, c'est-à-dire protéger la production locale, nationale, régionale, contre la concurrence étrangère. Dans les pays en voie de développement, les objectifs fiscaux restent normalement importants, ce qui peut être une raison pour ne pas tout de suite conclure des accords qui éliminent ces droits de douane, parce qu'il faut d'abord trouver d'autres revenus pour l'État. Mais dans les États industrialisés, ces objectifs fiscaux sont moins importants aujourd'hui, raison pour laquelle beaucoup d'États industrialisés ont pu éliminer ou fortement réduire leurs droits de douane, au moins concernant les marchandises industrielles, les biens industriels, tandis que dans le domaine de l'agriculture, nous avons vu aussi beaucoup d'États très riches et très industrialisés comme la Suisse maintiennent une protection douanière pour ainsi protéger leur secteur agricole. Comment sont prélevés des droits de douane? Alors, il y a historiquement surtout, il y avait une tendance à appliquer des forfaits. Alors, sur le poids, par exemple, 100 francs pour une tonne d'un produit ou 5 francs par unité. Ceci avait l'avantage d'être assez facile à contrôler. Vous pouvez compter les biens, vous pouvez les peser, mais en même temps, ce n'est pas toujours très juste, parce qu'aujourd'hui, on se dit tout de même que d'un point de vue de justice et d'équité, il faudrait peut-être tout de même tenir compte de la valeur d'un bien. Et à ce moment-là, appliquer un pourcentage de la valeur, du prix normalement. Et donc, il y a une certaine tendance à appliquer des droits de douane ad valorem, donc sur la valeur de la marchandise. C'est ce que vous connaissez peut-être, ce qu'on lit très souvent en disant, par exemple, on applique un droit de douane de 10% de la valeur. Petit exemple, pour la Suisse, il y a encore relativement beaucoup de droits de douane forfaitaires, notamment dans le domaine agricole, où par exemple, vous avez des droits de douane comme 50 francs par kilo de viande. Et ceci est aussi dû un peu à la situation politique dans ce domaine, où c'est difficile de réformer ce système. Alors, si nous appliquons des droits de douane sur la valeur d'un bien, il devient particulièrement important de connaître la valeur d'un bien. Alors, objectivement, ce n'est pas si facile. Il faut évaluer la valeur parce que peut-être l'importateur ou l'exportateur d'un bien
aurait tendance à indiquer une valeur plus basse, peut-être que celle qui est réellement le cas, parce qu'ainsi, il pourrait tout de même économiser. Si vous indiquez pour une voiture que vous allez importer une valeur de 20 000 francs et le droit de douane est de 10%, vous payez 2 000 francs d'impôt. Si la valeur réelle est de 50 000 francs, vous devriez payer 5 000. Donc c'est 3 000 francs. Là, en indiquant une mauvaise valeur ou une valeur erronée, vous permettrait de dépenser moins. Alors, l'État est intéressé à connaître la vraie valeur d'une marchandise et il y a des règles concernant l'évaluation en douane qui s'appliquent. Alors, dans le GATT et dans l'OMC, c'est l'article 7 qui en parle et il y a même un accord spécialisé relatif à la mise en œuvre de l'article 7, cette évaluation en douane. Alors, j'ai déjà évoqué le problème. Du point de vue de l'État, il peut y avoir de la fraude, voire de l'évasion dans ce domaine. Du point de vue des personnes concernées, impliquées dans le commerce, il y a plutôt le problème opposé. L'État pourrait être intéressé à prélever des droits de douane plus importants en disant, voilà, la valeur que vous indiquez nous semble trop bas, nous aimerions appliquer une valeur plus importante ou baser notre calcul sur une valeur plus importante. Et là, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un problème de corruption. Il est possible que les agents douaniers, par exemple, négocient une solution avec l'importateur où il peut avoir, par exemple, le paiement des pots de vin. Une somme est payée à l'agent fiscal ou à l'agent douanier s'il applique une valeur plus basse. Donc, il y a aussi le problème de la corruption qui est lié à cette évaluation en douane si elle n'est pas faite selon les règles et de manière transparente et non discriminatoire. Et donc, cet accord vise surtout les grands principes que nous connaissons déjà de d'autres domaines du droit international économique, transparence, absence d'arbitraire, donc légalité et non-discrimination. Une autre question qui est liée au droit de douane, c'est celle du tarif douanier applicable. Alors nous avons dit, en principe, au sein de l'OMC, les États font des concessions. Donc là, un État, prenons la Suisse, peut dire, sur les importations de voitures, nous appliquons normalement un droit de douane de 10%. Maintenant, nous avons vu qu'il y a des exceptions à l'applicabilité de cette règle ou de ce droit de douane accordé au sein de l'OMC pour certains cas, notamment pour des accords préférentiels avec certains États. Pensez à l'accord entre la Suisse et l'Union européenne, qui est plus avantageux, c'est un accord de libre-échange, où j'ai déjà mentionné, il peut y avoir une préférence qui est accordée à certains pays en voie de développement. Une discrimination positive pour les pays pauvres, pour favoriser les importations en provenance de ces pays. Alors à ce moment-là, il devient extrêmement important de connaître l'origine d'un bien. Est-ce qu'un bien vient d'un pays auquel la Suisse accorde un tarif préférentiel, en vertu d'un accord préférentiel, en vertu d'une préférence qui est donnée à des pays en voie de développement, ou est-ce que c'est un pays auquel s'applique le tarif normal, qu'on appelle souvent le tarif sur la base du principe de la nation la plus favorisée dans le cadre de l'OMC. Alors j'ai dit, pour les États-Unis par exemple, c'est une des rares exceptions, comme c'est ni un pays en voie de développement, ni un pays avec lequel nous aurions un accord préférentiel dans ce domaine, c'est le tarif accordé au sein de l'OMC qui s'applique. Et donc le tarif appliqué aux États-Unis est différent à celui appliqué à l'Allemagne, parce qu'avec l'Allemagne, nous avons ce lien de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne.
Prenez maintenant l'importation d'une voiture. Il est donc clair qu'en vertu de cette situation, le tarif applicable à une voiture importée des États-Unis est différent de celui qui est applicable à une voiture importée de l'Allemagne. Et au moment de l'importation de la voiture, par exemple à la douane, à Bâle ou à Genève, il faut donc savoir, oui, prenons Genève, oui, la voiture vient de la France, mais c'est peut-être pas l'origine de la voiture. Est-ce qu'elle a été produite au Japon, aux États-Unis, en Allemagne ou en France? Dans le cas de la France et de l'Allemagne, c'est l'accord préférentiel avec l'Union européenne qui s'applique. Si la voiture est d'origine américaine ou japonaise, il s'applique le tarif applicable à ces pays. Entre parenthèses, avec le Japon, nous avons aussi un accord de libre-échange qui prévoit donc un tarif préférentiel. Donc, ces règles d'origine, comme on les appelle, sont importantes. Je veux déjà mentionner ici qu'il ne faut pas confondre ces règles d'origine avec des règles sur l'étiquetage, par exemple, qu'on appelle souvent les marques d'origine. Alors, la question de savoir si sur un produit, on peut y mettre produit en Italie, made in Italy, ou produit en Chine, made in China. Ça, c'est un autre domaine. Évidemment, les deux peuvent être liés, mais les règles d'origine sont des règles très concrètes, spécifiques quant au régime douanier applicable. Nous allons parler des autres règles sur les marques d'origine, sur la Swissness, par exemple, pour la Suisse, un peu plus tard. Alors, au sein de l'OMC, j'ai déjà mentionné, il existe cet accord relatif aux règles d'origine qui essaye de clarifier un peu les règles. J'ai déjà parlé de la transparence, de la non-discrimination, de la légalité. Et pour l'applicabilité des accords préférentiels, il y a normalement aussi des règles dans les accords concernés. Alors j'ai beaucoup parlé, je parle souvent de l'accord entre la Suisse et l'Union européenne, qui avait été conclu en 1972, encore avec la terminologie accord suisse communauté européenne. Et dans cet accord, il existe un article 11 qui parle des règles d'origine. Alors pourquoi est-ce qu'il en parle? Il parle des critères selon lesquels une voiture allemande, par exemple, est considérée comme étant une voiture allemande et donc régie par cet accord préférentiel. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Bon, la voiture allemande ne contient pas seulement des ingrédients ou des parts en provenance de l'Allemagne ou d'autres pays de l'Union européenne. Peut-être il y a beaucoup de technologies ou du cuir ou encore les fenêtres d'une voiture sont peut-être d'une provenance en dehors de l'Union européenne. Et à ce moment-là, il faut savoir s'il y a assez de valeur qui est d'origine du pays qui est couvert par l'accord préférentiel. Et donc, dans ces accords préférentiels, vous trouvez normalement des règles, quelle partie de la valeur ou comment le produit doit avoir été produit pour qu'il soit considéré comme étant un produit qui a droit au tarif préférentiel, donc à ce meilleur traitement. Et donc, il est important qu'on puisse contrôler si ces critères sont remplis. Ici, les critères ne sont pas remplis. Si ces critères des règles d'origine pour l'applicabilité d'un accord préférentiel ne sont pas donnés, ne sont pas satisfaits, bah, le tarif préférentiel ne s'applique pas. Et vous voyez tout de suite, il y a donc ici aussi un risque de fraude, un risque d'indiquer une mauvaise origine pour un bien pour profiter d'un meilleur tarif douanier. Et donc, les autorités doivent appliquer ces règles concernant les règles d'origine, mais ils doivent aussi contrôler si les règles sont vraiment respectées et s'il n'y a pas fraude
quant à la véracité des informations qui sont données par l'importateur. Alors, revenons à la deuxième question. Une fois que nous savons quel tarif est applicable, le démantèlement tarifaire. C'est normalement tout de même l'élément le plus important dont on parle au moment de négociation concernant le commerce des marchandises. Alors nous avons dit au sein de l'OMC, c'est l'article 2 du GATT qui parle du fait que les partenaires, les membres du GATT et aujourd'hui de l'OMC, s'engagent dans des négociations. Vous vous souvenez, on parle de cycle de négociation, où ils réduisent les droits de douane applicables et chaque pays, chaque membre de l'OMC, nous devons dire, fait des concessions qui correspondent à son offre. Et ces concessions, donc l'offre d'un pays, le tarif applicable d'un pays est inscrit dans une liste. Il y a d'autres articles dans le GATT qui parlent de ces listes, et notamment l'article 28 du GATT qui parle du problème, qu'est-ce qu'on fait si un pays veut plus tard modifier cette liste en dehors des négociations multilatérales. Et puis il y a encore l'article 28 bis qui parle de comment se passent les négociations tarifaires. Alors laissez-moi vous parler de ce problème d'une modification postérieure d'une liste d'un pays. Il y a un exemple assez récent qui est intéressant dans ce sens, et c'était un exemple concernant la Suisse qui récemment s'est rendu compte qu'elle voulait changer le tarif, les droits de douane applicables à la viande assaisonnée. Alors on peut dire c'est un petit détail, c'est un petit secteur de notre commerce. Tout de même, pour vous donner le contexte, pourquoi est-ce que c'est important, on s'est rendu compte que le tarif applicable en vertu des négociations que la Suisse avait menées il y a de nombreuses années, le tarif applicable pour la viande normale, disons, était plus élevé que le tarif applicable pour la viande assaisonnée, ce qui permettait d'importer de la viande dans la forme de viande assaisonnée et une fois en Suisse, d'enlever la sauce, par exemple, ou la marinade dans laquelle cette viande se trouvait, et donc convertir la viande assaisonnée en viande normale. Et ainsi, on pouvait économiser de l'argent parce que le tarif applicable est plus bas. Et pour éliminer cette possibilité de contourner ces règles, qui sont au bénéfice de notre production agricole, de la production de viande en Suisse, la Suisse a souhaité augmenter le tarif applicable aussi à la viande assaisonnée. Et effectivement, c'était possible qu'avec le consentement de nos partenaires au sein de l'OMC, et la Suisse a donc dû s'engager dans une négociation qui lui permettait à la fin d'augmenter le droit de douane applicable à la viande assaisonnée, et elle a obtenu cette concession de nos partenaires, notamment les pays européens, les États-Unis, en leur accordant certaines concessions plus généreuses dans d'autres domaines concernant la viande et l'importation de viande. Alors, vous trouvez les explications et les détails dans la feuille fédérale de 2021 à la page 348. Donc, vous voyez, c'est vraiment un exemple d'il y a quelques mois. Et comme compte rendu, je vous ai mis ici le texte que vous trouvez dans ce message où le Conseil fédéral dit « Afin de se conformer aux obligations qu'elle a contractées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, la Suisse a négocié une augmentation de ses droits de douane maximaux pour la viande assaisonnée et cette modification a été consignée dans la liste 59 d'engagement de la Suisse et du Liechtenstein. On parle souvent de la liste LIX, mais en effet, c'est le numéro de la liste des concessions concernant les droits de douane
au sein de l'OMC. Alors, j'ai parlé de l'importance des accords préférentiels où la Suisse accorde souvent des droits de douane beaucoup plus bas, voire des droits de douane zéro. Zero tariffs, on dit normalement en anglais. Alors, nous avons aussi dit que c'est une exception à la règle de la nation la plus favorisée qui est prévue dans l'article 24 du GATT. Et dans ces accords, vous trouvez normalement donc les règles qui font qu'un produit est considéré comme couvert par l'accord préférentiel. Alors, j'ai déjà parlé de l'exemple avec l'Union européenne. Ici, un deuxième exemple, la Suisse, avec ses partenaires de l'ALE, est engagée dans un accord avec le Singapour, l'accord EFTA-Singapour ou ALE Singapour. Et dans cet accord, vous trouvez un article qui parle des règles d'origine pour qu'un produit en provenance de Singapour, par exemple, soit vraiment considéré comme couvert par l'accord. Là, c'est un bon exemple pour vous montrer l'importance de ces règles qui définissent l'applicabilité de l'accord préférentiel et donc du tarif préférentiel. Singapour est un port très important. Il y a beaucoup de marchandises en provenance, par exemple de la Chine, mais aussi du Vietnam, de l'Indonésie, qui transitent par Singapour. Et évidemment, l'objectif de cet accord n'était pas de automatiquement accorder aussi un traitement préférentiel à tous ces biens en provenance de Chine, de Malaisie, de Vietnam. Là, on voulait négocier avec ces pays des accords spécifiques. Et donc, il fallait éviter que le simple fait que des produits transitent par Singapour rend le contrôle de l'origine des biens difficile ou rend l'utilisation de cet accord préférentiel trop facile ou permet même une fraude quant aux tarifs applicables. Pour que ces accords préférentiels soient valables dans le cadre de l'OMC et acceptables, il y a tout de même des conditions dans l'article 24 du GATT qui s'applique aujourd'hui à tous les membres de l'OMC. Et la condition la plus importante, c'est que de tels accords ne peuvent être conclus et ne donnent donc droit à cette exception de l'applicabilité de la clause de la nation la plus favorisée si l'essentiel des échanges commerciaux est couvert. Donc, on veut éviter que les États, les membres de l'OMC négocient des accords préférentiels que juste pour certains secteurs ou pour certains biens. Raison pour laquelle on demande, pour qu'on ait droit à ce privilège de pouvoir conclure des accords régionaux, que l'essentiel des échanges commerciaux soit couvert. Et là, il y a beaucoup de discussions sur cette règle, notamment la question si elle est toujours respectée. Parce que j'ai déjà dit, dans beaucoup d'accords régionaux, dans beaucoup d'accords préférentiels, il y a tout de même des exceptions importantes pour des produits sensibles. Nous avons parlé des produits agricoles. Et à ce moment-là, on peut souvent se demander si vraiment l'essentiel des échanges commerciaux est couvert. Et ça, c'est souvent une grande discussion au sein de l'OMC au moment où de nouveaux accords préférentiels sont notifiés par les membres de l'OMC. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Merci beaucoup et à bientôt.